911, what's the address of your emergency? Tell me exactly what happened. I think I killed my... What do you mean by that? What happened? I had a dream, and then I turn on the lights and she's dead on the floor. How? I have blood all over me, and there's a bloody knife on the bed, and I think I did it. Le 1er septembre 2017, Lauren Ugelmeyer Phillips, qui avait 29 ans, a été brutalement poignardée à mort par son mari Matthew Phillips, qui avait 28 ans. Matthew prétend que cela était dû à une surdose de coricidine, un médicament contre la toux et le rhume. Malheureusement, c'est bien plus sombre que ça en a l'air. Bonjour à tous, comment allez-vous? Moi je me porte bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la triste histoire de Lauren Ugelmeyer qui a été brutalement poignardée par son mari. Bref, installez-vous, n'oubliez pas de mettre un petit like à cette vidéo, ça m'encourage énormément. Et puis je vous invite à vous abonner si ce genre de contenu vous intéresse. Et puis nous, on est parti. Générique. Lauren est née en 1988 et a grandi avec ses parents et ses deux sœurs dans le Kentucky. Lauren était extrêmement proche et soudée avec tous les membres de sa famille qui étaient également très religieux et traditionnels. Mais plus particulièrement, elle avait un lien très étroit avec son père Dale et sa sœur Beth. Lorsque Lauren était au collège, elle a fréquenté un garçon nommé Matthew Phillips. Ça n'a pas été précisé si les deux étaient réellement amis. Il est plus probable qu'ils apprenaient simplement à se connaître. Ils se sont séparés rendus au lycée et Matthew ayant changé d'école et Lauren ayant déménagé à Raleigh, en Caroline du Nord. Plus tard, au milieu de la vingtaine, Matthew a contacté Lauren via Instagram et ils ont commencé à rattraper le temps perdu. Pendant les quelques mois qui ont suivi leur première retrouvaille en ligne, les deux ont entamé une relation à distance puisque Matthew vivait toujours dans le Kentucky, alors que Lauren avait évidemment déménagé. Alors que Lauren et Matthew ont commencé à tomber amoureux l'un de l'autre, la plupart des membres de la famille de Lauren soutenaient leur relation, à l'exception de Dale, le père de Lauren. Il semblait avoir un mauvais pressentiment à l'égard de Matthew, mais il continue d'apaiser ses sentiments puisque sa fille est heureuse. Le scepticisme de Dale finit par se justifier. Un soir, alors que Matthew et Lauren sont chez les parents de cette dernière pour une soirée jeu, Matthew avoue à toute la famille de Lauren qu'il a déjà eu un mariage raté avant de sortir avec Lauren. Les parents de Lauren sont immédiatement troublés et s'interrogent sur le caractère et l'intégrité de Matthew, qui est si jeune et qui était déjà divorcé. Les parents de Lauren s'inquiétaient avant tout pour leur fille, car elle sort avec quelqu'un dans le but de se marier. Malgré ça, elle espérait partager sa vie avec Matthew dans un avenir proche. Le couple s'est finalement fiancé en 2015 et a célébré son mariage l'année suivante, en 2016. Le couple était tous les deux des très grands fans de la franchise Star Wars et l'ont incorporé dans le thème de leur mariage. Pour les observateurs extérieurs, il semblait que Lauren et Matthew étaient un couple parfait et les objectifs de leur relation étaient l'objectif de relation de tout le monde. Lauren postait constamment des photos d'elle et Matthew sur son compte Instagram, si bien que tout le monde avait l'impression qu'ils avaient une dynamique sans faille. Contrairement à la famille de Lauren, qui était très soudée avec sa famille, Matthew n'a pas eu une telle famille en grandissant. Matthew a été principalement élevé par ses grands-parents. Il avait une mère célibataire qui n'était pas présente au quotidien et son père biologique était complètement absent de sa vie. Sa mère s'est remariée plusieurs fois, mais Matthew n'a jamais pu nouer un lien père-fils avec aucun de ses beaux-pères. Malheureusement, cette dynamique
déficiente à un moment aussi banal dans sa vie l'a poussé à commencer à faire des bêtises. Lorsque Matthew est entré au lycée, il a commencé à fréquenter les mauvaises personnes et à consommer des drogues et de l'alcool. Plus précisément, Matthew et ses amis consommaient du Coriside N-Col. Comme c'est le cas pour la plupart des médicaments contre la toux, la prise de doses supérieure à la dose recommandée peut provoquer un état d'euphorie, ce dont Matthew a déjà vécu. Cette dépendance a commencé à prendre de l'ampleur et les grands-parents de Matthew ont fini par le retirer du lycée public pour le placer dans une académie chrétienne privée, afin de remettre sa vie sur le bon chemin. Pour l'instant, ça a bien fonctionné pour Matthew. Il a commencé à avoir de meilleures notes à l'école et même il est allé à l'université pour après obtenir son diplôme. Il a finalement fréquenté le Clear Creek Baptist Bible College à Pineville dans le Kentucky et semblait s'être considérablement amélioré par rapport à ses premières années de lycée. Alors que les deux époux poursuivaient leur vie de couple, de plus en plus de problèmes irréversibles ont commencé à creuser un fossé entre Lorraine et Matthew. Tout d'abord, bien que la famille de Lorraine ait finalement accepté Matthew, la famille de Matthew n'a pas agi de la même manière envers Lorraine. La mère de Matthew est venue à la fête de mariage en portant une robe blanche et a ainsi détourné l'attention de Lorraine. Pendant la majeure partie de leur relation, Lorraine et la mère de Matthew ont entretenu une relation distante en raison de l'agitation forcée causée par sa mère. En plus de sa famille, Matthew lui-même présentait de nombreux problèmes qui mettaient à mal sa relation avec Lorraine. Les deux ont eu deux styles de vie complètement différents durant leur adolescence, ce qui a fait d'eux des personnes opposées qui pourraient avoir du mal à coexister ensemble. Lorraine était une femme très travaillante et indépendante qui avait plusieurs emplois à la fois pour rester à flot financièrement. Elle a notamment été vérificatrice au compte et a travaillé dans une garderie pour son église et a participé à une société MLM. Matthew, quant à lui, n'a pas travaillé, a toujours du mal à garder et à trouver un emploi. Il trouve un nouvel emploi, commence à travailler, puis quitte soudainement son poste sans vraiment expliquer pourquoi. Finalement, ce qui semble être une tentative de maintenir le mariage à flot et d'impressionner Lorraine, Matthew décide de retourner à l'université pour devenir pasteur de leur église. L'irrégularité de ses emplois n'était pas le seul facteur de stress financier pour Lorraine. Matthew dépensait aussi l'argent qui dépassait leur budget pour des choses qui ne valaient pas la peine, comme par exemple des appareils électroniques et des jeux vidéo. Il allait même jusqu'à voler l'argent de leurs économies ou l'argent du sac à main de Lorraine. Selon la famille de Lorraine, cette dernière avait économisé environ 10 000 $ avant de se marier avec Matthew. Et juste avant sa mort, il lui restait qu'un peu moins de 1 000 $. Les habitudes de dépenses de Matthew ont provoqué de nombreuses disputes entre le couple. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, le couple était un grand fan de Star Wars et essayait d'économiser de l'argent pour aller à Disney World. Mais chaque fois qu'un peu d'argent était économisé pour le voyage, Matthew le prenait et le dépensait pour lui-même. Non seulement Matthew a pris de l'argent de Lorraine sans lui demander, mais il a été sous-entendu que Matthew a peut-être aussi commis un adultère. Lorraine et Matthew avaient une voisine nommée Valérie, à qui Matthew se confiait souvent, avec qui il passait même beaucoup de temps ensemble. Selon Beth, la sœur de Lorraine, il est arrivé qu'une fois, Lorraine lui parle au téléphone pendant qu'elle préparait le dîner pour Matthew. Lorsque Matthew est rentré du travail, il a dit à Lorraine qu'il allait sortir avec Valérie et après son départ, il lui a envoyé un SMS lui disant « Dîne sans moi, je m'amuse beaucoup trop avec Valérie ». Malgré l'attitude désinvolte de Matthew à l'égard de leur voisine Valérie, c'était pas la même façon qu'il réagissait lorsque Lorraine avait des amis masculins. Lorraine et Matthew se sont également disputés à plusieurs reprises pour des raisons de jalousie. Car Matthew s'inquiétait de la présence d'un autre homme dans leur église
qui était, selon lui, pouvait avoir des sentiments pour Lorraine. Ces disputes ont conduit Matthew à ne pas pouvoir faire confiance à Lorraine, sans véritable raison, et Lorraine a repoussé Matthew. À ce moment-là, Lorraine était sur le point de quitter Matthew et ne pouvait plus supporter son comportement immature. Cependant, son conflit s'est arrêté net le 1er septembre 2017, lorsqu'un répartisseur du 911 a reçu un appel de Matthew au milieu de la nuit. Matthew Phelps prétend qu'il a accidentellement poignardé sa femme à mort pendant qu'il rêvait et qu'il s'est soudainement réveillé et a vu sa femme selon sa version de la conversation avec le répartisseur. Peu de temps après cette partie de l'appel téléphonique, Matthew avoue pourquoi il a agi si bizarrement et donne une excuse terrible pour son meurtre. Okay, when did you wake up? No, I don't know. I took more medicine than I should have. What medicine did you take? I took Chlorsedan, cough and cold, because I know it can make you feel good. So a lot of times I can't sleep at night. All right, so what are you sure it's not breathing? She's not moving. Oh my God. En moins de 15 secondes, la police arrive sur les lieux dans l'espoir de sauver Lorraine. Elle était immédiatement déclarée morte avant son arrivée à l'hôpital. Plus tard, pendant l'autopsie, ils ont vu que Lorraine a subi 123 coups de couteau. Pendant ce temps, sur la scène de crime, tout le décorum était troublant et ne semblait pas authentique. Le couteau était parfaitement posé sur le lit, comme Matthew l'a dit dans son appel. Et le sirop pour la toux était étalé sur le comptoir de la salle de bain, ce qui confirme qu'il a pris du sirop contre la toux. Les enquêteurs ont dit que la façon dont tout était placé avait l'air d'une mise en scène. De plus, les enquêteurs sont arrivés sur le lieu. Matthew n'avait presque pas de sang sur lui, à part un peu sur ses chaussures et quelques gouttes sur sa chemise. Évidemment, ça semble suspect car il était évident qu'il a essayé de se nettoyer. Et si vous avez l'impression que vous avez dû vous nettoyer avant d'appeler le 911, alors vous savez que vous avez fait quelque chose de mal. Sur la scène de crime, Matthew a complètement changé son comportement. Il a parlé aux enquêteurs sans émotion et de manière très concrète. Pour des raisons évidentes, les enquêteurs l'ont immédiatement placé en garde à vue car il était le principal suspect et il était plus probable que Matthew soit celui qui a tué Lorraine. Comme je l'ai déjà mentionné un peu plus tôt, Matthew a avoué à la famille de Lorraine, alors que lui et Lorraine sortaient encore ensemble, qu'il avait déjà eu un mariage raté. Après que Lorraine et lui aient commencé à se disputer à cause de la jalousie et de la confiance, Matthew a admis que la raison de l'échec de son mariage était que sa femme l'avait trompé. Il affirme que son ex-femme était partie en voyage et qu'elle avait rencontré un nouveau garçon en cours de route et qu'elle l'avait quitté pour l'autre garçon à son retour. Cependant, malgré cette histoire avec Brooke Truth, qui est la première femme de Matthew, qui s'était manifestée et a fait même une entrevue disant que c'était pas du tout vrai et que c'était pas la raison pour laquelle elle avait mis fin à leur relation. La véritable raison pour laquelle ils ont demandé le divorce est que Brooke partageait beaucoup de similitudes avec Lorraine dans sa relation. Lorsque Brooke était mariée avec Matthew, elle a également eu beaucoup de mal avec Matthew qui dépensait trop d'argent, qui ne contribuait pas à leur vie de couple, et Matthew a en effet trompé Brooke et Lorraine à plusieurs reprises. Avant la mort de Lorraine, elle a exprimé à sa famille à plusieurs reprises que Matthew la contrôlait beaucoup et qu'elle envisageait régulièrement de le quitter. Mais comme elle était très fidèle à sa religion, elle voulait que le mariage fonctionne et essayait de repousser le divorce en dernier recours. En examinant de plus en plus près les motivations de Matthew, les enquêteurs ont trouvé un journal qu'il avait écrit avant de tuer Lorraine et dans lequel il parlait de toutes ses difficultés. Il expliquait qu'il avait peu d'estime de soi, qu'il ne se sentait pas sûr dans sa relation avec Lorraine et il avait l'impression de ne pas s'intégrer à sa famille. Un autre voisin avait été interrogé après le meurtre de Lorraine. Il s'agissait d'une femme avec laquelle il pensait que Matthew flirtait. Elle est
évidemment resté anonyme, mais a déclaré qu'ils étaient simplement amis et qu'ils étaient devenus amis par leur lutte similaire contre la dépression et l'anxiété. Mais alors qu'ils continuaient à passer du temps ensemble, Matthew a commencé à parler de sujets plus morbides comme le suicide et la mort en général. Parce qu'il savait que son ami possédait une arme à feu sous licence et dissimulée à son domicile. Le dernier élément de preuve majeur des motivations de Matthew que les enquêteurs ont découvert était un compte Instagram secret que Matthew possédait. L'identifiant était Marty Radical. Et même si le compte était privé pour le public, les enquêteurs ont dit que les posts sur ce compte contenaient Matthew parlant de diable et de démons. La plupart des photos de ce compte contenaient des captures d'écran du film American Psycho. Il s'agissait du film préféré de Matthew, dont il était non seulement obsédé, mais dont il idolâtrait également le protagoniste de ce film qui était Patrick Bateman. Il l'aimait tellement qu'il avait ses propres photos de lui habillé comme le personnage lui-même. Enfin, avant d'assassiner Lauren, il a posté une photo sur son Instagram avec une légende disant « Tout le monde pense que je suis un tueur en série. Hashtag found an angel to kill ». Enfin, lorsque le procès est arrivé, les procureurs ont utilisé toutes les preuves et les informations que je vous ai énoncées un peu plus tôt, mais ils ont également essayé de faire valoir que Matthew savait ce qu'il faisait quand il a tué Lauren. Cela était principalement dû au fait qu'une fois qu'ils ont eu accès au téléphone de Matthew, ils ont trouvé son historique de recherche dans son navigateur, où il tapait des questions telles que à quel point la coricidine vous rend fou et est-ce que d'autres personnes ont été défoncées par la coricidine. D'après ses recherches sur Google, il était clair que ce meurtre était prémédité puisqu'il avait déjà prévu d'utiliser le médicament contre la toux comme preuve disant qu'il n'était pas coupable. L'avocat de Matthew n'avait pas grand-chose à proposer pour défendre Matthew. Leur principal argument était que c'était pas vraiment dans le caractère de Matthew qu'il avait fait cela parce qu'il était dans un état d'esprit plus instable et dépressif. Le seul suivi de cet argument était que la cour a reçu quelques lettres de collègues de Matthew disant qu'ils n'auraient jamais pensé que Matthew ferait quelque chose comme ça. Le procès s'est finalement terminé le 5 octobre 2018 où toute la famille de Lauren et les membres de son église se sont présentés pour assister à la condamnation de Matthew et sensibiliser à la violence conjugale. Matthew a fini par accepter un accord du plaidoyer et a plaidé coupable pour le meurtre au premier degré de Lauren et a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Après sa condamnation, Matthew a présenté ses excuses à la famille de Lauren, mais malheureusement pour eux ça signifie rien et qu'ils ne peuvent pas le pardonner. La famille de Lauren, quant à eux, ont continué de pleurer la perte de leur fille et se sentent coupables de ne pas avoir empêché leur relation de progresser. À ce jour, ils ont créé une organisation appelée Lauren's Light qui sensibilise le public aux relations abusives et à la violence conjugale. Avant de conclure cette vidéo, si vous connaissez quelqu'un qui se retrouve dans une situation dangereuse ou dans une situation de violence conjugale ou dans une relation abusive, je vous affiche à l'écran les numéros de la France ou du Québec à contacter si jamais vous vivez ça ou quelqu'un dans votre famille ou dans votre entourage vit ce genre de situation. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit like à cette vidéo et puis de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et puis nous, on va se retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, à bientôt.